Pour cette deuxième capsule, on poursuit 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de vous présenter les données issues de la recherche sur les réalités masculines. Ensuite, on porte le souhait de vous permettre de mieux comprendre les contradictions entre les exigences de la masculinité puis les requis de la relation d'aide. Et puis finalement, on veut mettre en lumière la plus-value puis les gains d'adapter les services aux hommes. Donc pour faire tout ça, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le docteur Roger Turmel, qui est psychiatre conseil à la direction de la santé publique au Bas-Saint-Laurent, mais qui est aussi membre de la table régionale en santé et bien-être des hommes. Donc bonjour, docteur Turmel, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour à vous également. Donc, on le sait, il y a différentes recherches, différents rapports, différentes statistiques en matière de santé et bien-être des hommes. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du fait que les hommes ont une espérance de vie moins élevée que celle des femmes? Pour quelle raison? Bien sûr, les hommes décèdent davantage et davantage plus jeunes. Et entre autres, en raison des traumatismes routiers, également en raison des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des cancers, notamment le cancer colorectal, et sans oublier, bien sûr, les décès par suicide. Donc, évidemment, là, il y a différents facteurs qui font en sorte que les hommes décèdent plus tôt que les femmes. Entre autres, on pense au fait que les hommes peuvent tarder avant de demander de l'aide ou d'aller consulter leur médecin ou ne pas y aller du tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui peut expliquer que les hommes attendent avant d'aller chercher de l'aide ou de ne pas en demander? C'est en effet une grande question, une question très complexe parce qu'elle est fort probablement multifactorielle à mes yeux. Et l'un de ces premiers facteurs-là, à mon avis, découle de l'éducation que l'on reçoit dès qu'on est tout petit. Dès que les jeunes garçons, adolescents et jeunes adultes, hommes, il y a plein donc d'éléments qui font partie intégrante du développement de notre identité masculine et qui nous sont inculqués en très bas âge. Et on sait que les chercheurs ont pu identifier, entre autres dans cette éducation-là, 3 éléments assez importants et que vous allez vous reconnaître sans problème et qu'ils ont nommé sous le terme de la triple dissociation. D'abord, la dissociation physique, c'est-à-dire, si tu tombes, si tu te blesses, tu ne pleures surtout pas. La deuxième dissociation, qui est la dissociation affective, c'est-à-dire, si tu as de la peine, tu pleures surtout pas. Et la troisième, peut-être un peu moins évidente, c'est celle de la dissociation relationnelle, de la distanciation au sein de nos relations comme hommes, on peut arriver à développer. Par exemple, sans que les hommes soient nécessairement isolés au plan social, parce qu'ils ont habituellement un réseau social qui est bien déployé autour d'eux, mais c'est la qualité de ce réseau-là et comment ils vont s'en servir. Souvent, la relation va devenir davantage peut-être plus superficielle, hein? Donc les enjeux plus émotionnels, les difficultés plus profondes, nos enjeux là, qui viennent nous chercher davantage et qui nous créent de la détresse, ça ne sera surtout pas ou très peu abordé dans le cadre de ces relations d'amitié-là. Et souvent, la conjointe devient souvent la confidente habituelle et privilégiée pour plusieurs de ces hommes-là. Donc, on comprend, Dr Turmel, qu'il y a un écart entre ces caractéristiques traditionnelles masculines-là et puis le fait d'aller chercher de l'aide tant auprès de son médecin de famille que d'un spécialiste ou d'un intervenant psychosocial. Absolument, tout à fait. Parce que, bien sûr, avouer avoir besoin d'aide, c'est déjà aller à l'encontre de ce modèle d'éducation-là que l'on a reçu. Et on sait également que ce que demande la demande d'aide, en fait, et ce que ça interpelle comme type de caractéristiques vient complètement à l'encontre de ces éléments-là de la masculinité plus traditionnelle. L'image d'invincibilité aussi que les hommes doivent projeter. Ce sont eux sur lesquels on doit se baser, ce sont nos poteaux, ce sont nos modèles de force
Alors, oser démontrer et parler de sa vulnérabilité, c'est bien sûr un enjeu majeur. Donc, on comprend que ça peut être exigeant pour un homme de faire ce pas-là pour aller chercher des services, et ce qui fait en sorte que parfois, il y en a certains qui décident de ne pas y aller, d'autres qui attendent le plus longtemps pour le faire. Ce serait quoi, selon votre expérience, Dr Turmel, les répercussions que ça pourrait avoir d'attendre trop longtemps ou même de ne pas y aller? Bien, je crois qu'elles sont nombreuses, en effet, les répercussions, ne serait-ce qu'au plan physique, au plan psychique, au plan de leur santé mentale, au plan même psychiatrique, parce que, bien sûr, ne pas pouvoir exprimer sa détresse, sa vulnérabilité, ses difficultés, l'homme va bien sûr se trouver un moyen de la gérer, hein? Et souvent, ça va pouvoir passer par la consommation de substances, par exemple. Alcool, drogue, avec toutes les complications au niveau physique, de leur santé physique, mais également santé financière, santé relationnelle, conjugale, précarité d'emploi, perte d'emploi, ils se font mettre à la porte. Alors, et là, ils tombent dans une spirale où est-ce que la détresse s'amplifie davantage. Et plus qu'on attend, plus que le risque de développer des pathologies au plan psychiatrique peut survenir. Donc, ce que vous évoquez finalement, c'est que si on attend trop longtemps, ces problématiques-là peuvent s'amplifier, se dégrader, se complexifier. Et là, ça devient encore plus difficile de remonter la pente. Donc, effectivement, là, ça vaut la peine qu'on puisse adapter nos services pour permettre aux hommes de se reconnaître dans ce processus-là d'aide, tant au niveau de leur santé physique qu'au niveau de leur santé mentale. Selon vous, de quelle façon les gestionnaires et leurs équipes peuvent faire partie de la solution? Selon moi, il y a plusieurs moyens d'y parvenir, en effet. Et si on regarde d'abord les gestionnaires, ça va demander bien sûr un changement de paradigme. Et ça va commencer d'abord par la sensibilisation de nos gestionnaires justement à ces enjeux-là qui se cachent derrière la masculinité et entre autres la masculinité davantage traditionnelle. Ça peut vouloir dire même une réorganisation de l'offre de soins, par exemple, lorsqu'un homme, surtout qui a ce profil-là, ose faire un premier pas de demande d'aide, il faudra donc qu'il y ait une première réponse qui survienne rapidement dans les 24 à 48 heures, idéalement. Ça va vouloir dire également repenser nos listes d'attente, surtout pour ces hommes-là, qui ne pourront pas attendre des semaines et des mois sur une liste d'attente parce que ils vont se trouver d'autres stratégies pour gérer ça. Puis quand va venir leur tour, ben tout va mieux aller, puis ça va être réglé. Puis alors qu'ils n'auront que refoulé davantage leur propre détresse et ça ne va que surgir quelques mois et quelques peut-être même années plus tard, mais de manière encore beaucoup plus intense. Il va falloir donc bien sûr reconnaître que ce premier pas fait par l'homme dans cette demande d'aide-là en aura été un qui aura été difficile. Habituellement également, les hommes préfèrent des cadres de thérapie ou des cadres d'offres de services très bien structurés, avec être beaucoup dans le faire, d'être dans l'action. Ils aiment ça, les exercices. Et ça permet donc de mobiliser certains aspects positifs qui viennent également avec la masculinité davantage traditionnelle. Donc, tout n'est pas négatif hein, dans cette rééducation-là que l'on reçoit comme homme. Et il faut donc aller mobiliser les forces qu'il peut y avoir derrière ça. Alors ça m'apparaît bien sûr très important. Vous me posez cette question-là, puis ça me soulève quand même intérieurement un enjeu quand même éthique. Comment prioriser? Et pourquoi prioriser cet aspect-là ou cette catégorie-là de notre population? Bien, je le vois comme un facteur de risque. Et je pense que c'est une façon peut-être ensemble, en équipe, gestionnaire et professionnels, de discuter justement des adaptations qu'il faudra faire au sein de leur service et au sein même de leur pratique professionnelle. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est qu'en tenant compte de ces caractéristiques masculines-là, on pourra peut-être mettre en place des adaptations qui seront parfois minimes, mais qui vont pouvoir venir faire toute la différence pour les hommes qui se présentent dans nos services.
On va rehausser par le fait même la qualité des services qui vont leur être offerts, le taux de satisfaction, bien évidemment, mais on va peut-être même favoriser la rétention de ces hommes-là dans nos services, puis éviter la dégradation puis la complexification des problématiques qui sont vécues. Donc, on aurait tout à y gagner comme réseau de la santé des services sociaux de mettre en place des pratiques qui sont adaptées aux réalités masculines. Et j'ajouterais même, si vous permettez, ça va faire en sorte que l'expérience de soins et de demande d'aide va devenir positive, va se transmettre et va donc être un facteur qui va être encourageant pour redemander de l'aide également dans le futur, plutôt que pour l'homme, ces hommes-là, de se dire, ben, hey, il n'est plus question jamais que je refasse de demande d'aide, tellement j'ai été déçu, tellement qu'on n'a pas écouté mes besoins, qu'on n'y a pas répondu de la façon dont j'aurais eu besoin que ce soit répondu. Donc, dans la prochaine capsule, on va se pencher de façon plus spécifique sur les différentes adaptations de services possibles, si minimes soient-elles. Et je vous invite également à aller voir dans la zone professionnelle, il y a différents documents qui vont vous permettre d'alimenter vos réflexions par rapport aux besoins des hommes, mais aussi des adaptations de services possibles.